Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée de Guy Jiménez. Chapitre 12. Raison et cœur. Les invités commençaient à se rassembler sur la terrasse avant de rejoindre plus tard le jardin où des tables avaient été dressées à l'ombre des arbres. Piasquero et son épouse s'avancèrent. Le drapier tenait la main de leur fille. Quand elle avait su qu'elle les accompagnait, Gélinda avait demandé, geste à l'appui, si Fiorina serait présente. Oui, lui avait répondu son père. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle est assez imprévisible, sais-tu ? Gélinda, qui se souvenait d'avoir vu Fiorino pisser haut contre un arbre, éclata de rire. Galilée, en chose et pourpoint blanc, accueillait chacun avec de grands éclats de voix enjoués. Il s'avança vers le couple Piasquero. « Souris, homme, souris, murmura Séraphina à son mari. Le savant les salua et nota le regard émerveillé que Gélinda portait à tout ce qui l'entourait. « Elle ne parle pas, dit Piasquero, comme pour excuser sa fille. Mais elle observe, s'exclama Galilée, ce qui est beaucoup plus important. N'est-ce pas ce que je fais moi-même ? À ce propos, voyez. » Il montra au drapier un guéridon où était présenté le cadeau pour le grand-duc. Sur un joli coussin blanc, la boîte contenant la lunette entourée d'un ruban de soie. Tout en conservant avec le plus parfait naturel, Galilée surveillait l'entrée. Le grand-duc était en retard. Ce qui inquiétait davantage le savant était de ne pas voir Fiorino. Galilée laissa la famille Piasquero rejoindre une connaissance et intercepta Madame Sarti qui s'activait parmi ses servantes. « N'avez-vous pas vu Fiorino ? Moi je le vois, mieux je me porte, répondit la gouvernante. Mais je peux vous dire qu'il était un des premiers arrivés. Comment ? S'étonna le savant. Je ne l'ai pas encore vu ? Vous ne l'aurez pas reconnu, bien vêtu, les cheveux courts, en petit homme. Il m'a pourtant dit que vous lui aviez demandé de lui monter une carafe de vin il y a bien 1 heure de cela. Je ne lui ai rien demandé du tout, il n'a quand même pas... Volé la lunette ? S'alarma Salviati, qui avait assisté à l'échange entre Madame Sarti et Galilée. Non, tenta de se rassurer le savant. J'ai moi-même descendu la boîte pour l'entourer du ruban. J'atteste qu'elle n'est pas vide. Comme Galilée cherchait toujours Fiorino, son regard rencontra Piasquero, qui semblait terriblement anxieux lui aussi. Le savant repéra tout à coup Fiorino, non loin de lui. L'image du drapier, la veille répugnant à toucher la lunette, s'imposa à lui. « Salviati » s'écria Galilée, entraînant son ami à l'écart. « Ne me demande pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que Piasquero et Fiorino nous préparent un mauvais coup. »« Les feuillets » s'écria le gentilhomme. « Si Fiorino ne les a pas jetés dans l'Arno, alors il vient probablement de les déposer dans la boîte. Ah, je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait confiance à ce gamin. » Il allait se précipiter vers le guéridon quand la foule se fendit, laissant arriver Cosme. Trop tard, gémit Galilée, se composant vite une tête de circonstance pour marcher à la rencontre du grand-duc, qu'il rejoignit tout près du guéridon. Après les civilités d'usage, Cosme avisa la boîte posée sur le coussin blanc et prit un air gourmand qui amusa la galerie. Devançant Galilée, qui allait lui proposer de n'ouvrir son cadeau que plus tard, le grand-duc se saisit malicieusement de la boîte et commença à en défaire le ruban. Piasquero, dont la main moite avait lâché celle de Gélinda, gardait l'œil rivé sur le grand-duc déballant son présent. Il ne s'était pas encore rendu compte que Fiorino était à son côté. L'enfant lui donna un léger coup de coude. Piasquero tourna la tête, baissa les yeux, mais ne reconnut pas tout de suite ce garçon qui attirait son attention. Cette lueur dans le regard, cependant, la barbe du drapier se mit à danser à son menton. « Fiorina » chuchota-t-il. « Qu'as-tu encore inventé ?» Ce n'était ni tout à fait un reproche, ni tout à fait un compliment. En cet instant si particulier, Piasquero admirait Fiorina de s'être déguisée en garçon pour mieux se confondre dans la foule. Il crut qu'elle réclamait le florin. « Pas encore, lui dit-il. » Le grand-duc tenait la lunette enveloppée du tissu et reposait la boîte sur le guéridon. Il s'adressa à Galilée. « Je crois que je devine. » Le silence se fit pour mieux écouter le compliment que Galilée allait lui adresser en retour, et chacun se demanda pourquoi le savant demeurait désespérément muet. « Cher Galilée, mon bon maître, reprit le grand-duc, sachez que je partage votre émotion. Vous ne pouviez pas me faire plus beau cadeau que cette lunette avec laquelle un homme, vous-même en l'occurrence,
a pour la première fois rapproché, devrais-je dire, les célestes richesses. Dans un geste gracieux, le grand-duc déroula le tissu qui entourait l'instrument. Deux choses se produisirent alors presque simultanément, comme si l'une donnait le signal à l'autre. Des feuillets s'éparpillèrent, provoquant un « oh » d'émerveillement de la part des convives, puis, dans l'instant où chacun reprenait son souffle, le tintement d'une pièce retentit sur le sol de la terrasse. Longtemps après, chaque fois qu'il repenserait à ce jour mémorable, Piaschero, Galilée, Salviati et même Madame Sarti et Serafina se demanderaient pourquoi Fiorino n'avait pas retenu dans sa main le florin que lui donnait le drapier en toute discrétion, par maladresse ou par renoncement. La seule véritable raison, ancrée dans le cœur du garçon et partagée par Gélinda, était beaucoup plus simple. Étourdi par le soleil, ébloui par la prestance du cosme, l'élégance des invités, la splendeur de cette fête, et dans l'attention de ce qu'il allait provoquer, Fiorino en avait oublié le florin. Les feuillets tournoyaient et le grand-duc en saisit un au vol. Galilée voulut le prévenir, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Cosme, la lunette et le tissu dans une main, le papier dans l'autre, parcourut le feuillet tranquillement du regard, et son expression se figea. Les invités, de nouveau, suspendirent leur souffle. Galilée grimaça, comme si les flammes du bûcher lui léchaient les pieds. Salviati porta, bêtement, la main à son épée. Piaschero serra les mâchoires, à s'en briser les dents. Un grand sourire jaillit alors aux lèvres du cosme. « Laissez-moi vous lire ce qui est imprimé, dit-il, ce sera très court. La belle à qui je pense est toute de silence, pourtant on l'entend bien, son père la surveille, mais moi, de son sommeil, j'ai été le gardien. Plus blanche que la lune, elle fait ma fortune, et je lui tends la main, et, monsieur l'astronome, qui aux étoiles donne un nom, c'est Gélinda, que ma belle se prénomme, et Fiorino c'est moi. Fiorino, réalisa Piaschero avec effroi. Serafina demeura sereine et serra très fort le bras de son mari, pour qu'il se taise et continue à feindre le bonheur d'être là. Les invités recommencèrent à s'agiter, ramassant les feuillets tombés et riant de la maladresse de cette poésie naïve, distribuée ainsi en quelques exemplaires. On vit alors Fiorino s'avancer d'un pas décidé au centre du cercle qui s'était formé autour du grand-duc et s'incliner cérémonieusement devant lui. Puis il se tourna vers Gélinda et lui fit signe d'approcher. Comme les rires augmentaient d'intensité, la fille de Piaschero fronça les sourcils et afficha une grimace guerrière qui semblait signifier « Ne riez pas ». Un convive crut bon de lancer une plaisanterie, mais le grand-duc, prenant fait et cause pour les enfants, lui fit signe de se taire. Fiorino, de l'index gauche, frappa légèrement la poitrine de Gélinda, puis du droit la sienne. Assemblant ensuite ces deux index en crochet, il établit entre eux le lien symbolique. L'assistance médusée guettait la réaction de la fille muette. Gélinda, d'une moue négative et d'un geste de la main, balaya le message silencieux du garçon. Comme rien ne comptait plus que Gélinda en cet instant extraordinaire, Fiorino crut mourir de honte. Elle lui frappa à son tour légèrement la poitrine et porta ostensiblement à son annulaire gauche la pince de son pouce et de son index droit, précisant pour elle le changement de lien, plus que l'amitié, l'amour. Le temps fut suspendu, comme après les pantomimes qu'on pouvait apprécier les jours de fête, place de la Seigneurie. Le grand-duc, posant lunettes et tissus sur le guéridon, déclencha les applaudissements. Gélinda et Fiorino saluèrent à la manière de comédiens et rejoignirent Piaschero et Serafina sous les acclamations. « Je ne comprends pas. » Galilée se précipitait vers Cosme pour se confondre en excuses. « Eh bien, commenta le grand-duc, il semble que ces deux petits astres nous aient éclipsé la lunette. » Si l'on avait demandé à Piaschero quel sentiment il éprouvait à cet instant précis, il n'aurait pas su le dire. Peut-être n'en éprouvait-il aucun, ou tous à la fois. Il guetta le moment propice où Galilée aurait fini de converser avec le grand-duc et s'approcha de lui. « Monsieur l'astronome, lui lâcha-t-il avec hargne, je tiens à vous dire que Fiorina, ou plutôt Fiorino, vient sans le savoir de vous sauver la vie. » Galilée soutint le regard du drapier. « Vous vous trompez sur un point, lui répondit-il. Fiorino le sait parfaitement. Mais vous,
Aurez-vous assez de raison et de cœur pour comprendre qu'il vient, du même coup, de sauver la vôtre? Épilogue. Le lendemain de la fête, Fiorino se souvint de la bonbonne et en parla à Galilée. Virginia, qui allait mieux, fut avec madame Sarti le témoin stupéfait d'une étrange scène. Salviati transportait de la réserve au pigeonnier, avec autant de précaution qu'une sainte relique, une antique bonbonne. Galilée et Fiorino l'escortaient. Les feuillets s'étaient déroulés à l'intérieur et repassaient difficilement par le goulot. Au premier sorti, Galilée lut ce qui était imprimé et pâlit. Il s'agissait bien d'une édition d'un ouvrage de Giordano Bruno, de l'infini, de l'univers et des mondes, comme il l'avait soupçonné. Le savant prit une coupe vide qui traînait là et y jeta les feuillets froissés. Le soleil donnait sur le balcon. Il ouvrit grand le volet derrière lequel Fiorino s'était caché l'avant-veille. Comme cela paraissait loin. Il s'empara d'une loupe et concentra les rayons du soleil jusqu'à ce qu'ils enflamment le papier. Il était toujours triste de brûler la pensée d'un homme, dit-il, quelles qu'aient pu être ses erreurs. Ainsi, Bruno a-t-il péri lui-même, ajouta gravement son ami. On aurait dit une oraison funèbre. Tous deux méditaient devant les feuillets en flammes. Fiorino, lui, rattrapait les morceaux envolés et les replaçait dans la gamelle pour qu'ils finissent de se consumer. Quelque temps plus tard, Salviati revint trouver Galilée. Baldassare Capra a séjourné à Florence, sous un nom d'emprunt. Il aurait quitté la ville le jour même de la fête. Bien qu'il ait les deux yeux de la même couleur, il semble que le Vénitien dont parlait Fiorino soit plutôt padouan. Capra était un professeur de Padoue qui, 4 ans plus tôt, avait copié une invention de Galilée. Celui-ci l'avait fait condamner pour plagiat. Cela suffisait-il à expliquer un tel désir de vengeance? Comme l'avait dit Salviati, Galilée ne manquait pas d'ennemis, Capra ou un autre. Le savant aurait surtout voulu comprendre comment un être tel que Piaschero avait pu ainsi s'acoquiner. Un matin, il prit prétexte de l'argent qu'il lui devait en échange du tissu et se rendit à son échoppe. Le nez de Piaschero s'allongea quand il vit entrer le savant. « Je suis venu vous dire, déclara Galilée, que compte tenu des circonstances, je ne vous paierai jamais votre étoffe. » Piaschero rassembla ses forces. « Cela tombe bien, répliqua-t-il, je vous en fais cadeau. » Ils s'affrontaient, l'œil noir, le souffle court. « Allons, dit le savant, je désespère de vous convaincre. Sachez pourtant que je travaille à un livre non plus en latin, mais en langue vulgaire, qui expliquera en détail mes... Le ferez-vous paraître dans l'imprimerie de Fiorino ? Le coupa Piaschero, avec une ironie digne du Vénitien. Fiorino, s'exclama Galilée, non moins ironique, que devient-il ? Je n'en sais rien, et je n'en veux rien savoir. C'est pourtant vous qui en avez parlé. Piaschero n'avoua pas qu'il avait revu l'enfant. Celui-ci était venu le trouver et la rencontre s'était mal passée. Le drapier lui avait parlé de l'humiliation infligée le jour de la fête et Fiorino n'avait pas bien compris ce que Barbetta lui reprochait exactement. D'avoir trahi la mission ou d'avoir publiquement exposé Gélinda, ou les deux. Piaschero lui avait interdit de revoir sa fille, mais le garçon continua à la fréquenter en secret avec la bénédiction de Sérafina. Fiorino apprit à lire et à écrire, avec cette belle passion qu'il mettait en toute chose pour devenir un jour compositeur. Son maître imprimeur, son parrain et lui furent déçus quand Galilée décida de publier ailleurs son ouvrage, mais il ne manquait pas de travail et l'atelier prospérait. Les années passèrent et Piaschero, convaincu par son épouse, consentit enfin au mariage de sa fille et de Fiorino. Gélinda apportait en dot de quoi permettre à son mari de s'installer à son compte. Le bonheur de ses noces fut endeuillé quelques semaines plus tard par la mort de Bartolomeo, emporté par une maladie. Il quitta la vie dans l'espérance de continuer à veiller, de là-haut, à l'heureuse destinée de son filleul. Et Fiorino lui fut toujours reconnaissant de l'avoir élevé comme il l'avait fait, ancrant en lui une foi inébranlable dans la vie. Peu avant de lâcher son dernier souffle, Bartolomeo avait tenu à entendre une nouvelle fois, raconté par Fiorino, le moment où les feuillets avaient volé sous le nez du grand-duc. C'était lui, ce matin-là, qui avait composé le poème
que lui avait dicté son filleul et qui en avait imprimé la dizaine d'exemplaires. Un soir de juin 1633, soit 22 ans après leur première rencontre, Fiorino, devenu maître imprimeur, rendit visite à son beau-père, qui approchait alors les 70 ans. Il trouva Barbetta, ainsi l'appelait-il toujours affectueusement, assis sur sa terrasse à contempler le ciel. La nuit s'était installée, douce et parfumée, dans la proximité des étoiles. « Alors » demanda Piaschero. « Il a abjuré » répondit Fiorino. Le vieillard poussa un soupir de soulagement. La nouvelle de procès en hérésie de Galilée et de sa condamnation à Rome l'avait rendu soucieux. Il se réjouit de cette issue. Ainsi, le vieux savant, au contraire de Bruno, renonçait publiquement à ses idées et échappait au bûcher. Tant mieux. Il a abjuré, compléta Fiorino, mais je suis bien certain de ce qu'il pense au fond de lui, que la terre tourne autour du soleil, et il a raison, quoi que vous puissiez en dire. Piaschero tira alors, dessous la fine couverture qui lui couvrait les jambes, une lunette astronomique. Fiorino s'en étonna. Piaschero sourit. Un souvenir, dit-il simplement.